Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo enfin même deux vidéos sur le graveur laser Xtool F2 et j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé si je pouvais pas faire un tutoriel sur l'utilisation du logiciel qui accompagne ce Xtool. Alors, je vais pas faire une formation complète de 3 heures comme j'ai pu faire avec d'autres logiciels, mais je vous propose ici un petit guide de prise en main rapide pour comprendre et pouvoir être efficace tout de suite avec votre Xtool F2 ou un autre, puisque le logiciel n'est pas spécifique à ce laser. Attention toutefois que certaines fonctionnalités pourraient ne pas exister en fonction de ce que vous avez comme laser Xtool. Alors, si ce tutoriel vous est utile, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube déjà, mettre un pouce et un commentaire sur cette vidéo pour la faire vivre. Et puis si vraiment vous envisagez d'acheter du matériel, des matériaux ou un nouveau graveur laser, et que vous avez envie de me rémunérer gratuitement pour vous, n'hésitez pas à passer par le lien affilié. Allez, générique. Pour ça, la première chose à faire, c'est évidemment de venir télécharger le logiciel. Donc là, ici, je suis sur le site de Xtool et je viens simplement ici sur logiciel et je choisis Xtool Studio. Moi, ici, je suis sous Mac, mais c'est pareil sous Windows. En descendant tout en bas de la page, on vient trouver le logiciel. Donc ici, je le télécharge et je l'installe. Alors au premier lancement, on vous demande si vous êtes dans une région globale ou dans la région Chine continentale. Ça dépend de vous, j'imagine que si vous regardez cette vidéo en français, c'est plutôt la région globale qu'il faut choisir. Vous devez accepter le contrat d'utilisation et vous allez arriver à une interface comme celle-ci. Donc ici, on est dans la version Xtool Studio 1.5 et plus précisément même la 1.5.8. Donc on va commencer par regarder l'interface. Alors l'interface au lancement est composée de plusieurs parties. On a un bandeau supérieur ici. Vous voyez que sur le bandeau supérieur, on a une petite maison. C'est ce qui permet de revenir ici à cet écran-là. On a un petit plus, on reviendra plus tard dessus. Mais en gros, ça va permettre de créer un nouvel espace de travail, comme vous voyez ici. De l'autre côté, on a les paramètres du logiciel. Et quand on regarde les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Alors on peut choisir les unités de mesure. Habituellement en Europe, en France, on va utiliser les millimètres plutôt que les pouces. La langue, c'est vous qui choisissez. Il y en a plusieurs. Moi, je vais laisser le français ici pour ce tutoriel. Au niveau des raccourcis clavier, si vous cliquez voir, ça ouvre une page qui vous indique l'ensemble des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser dans le logiciel. Les paramètres par défaut sont des paramètres qui sont communs pour la plupart des gens. Les modifier, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous faites. Par exemple, ici, vous voyez, on a certains paramètres qui sont précisés. Sélection précise des trajectoires vectorielles, ça, c'est pas très important pour la plupart des gens, mais pour certaines personnes, et notamment qui vont travailler sur de la gravure technique, ça peut être important. Donc si c'est le cas pour vous, vous le choisissez. Il faut redémarrer l'application pour que les choses prennent effet. Vous pouvez aussi préférer avoir un canevas sombre. Alors c'est quoi? Ici, si je crée un nouvel espace de travail, j'ai un canevas qui est clair. Si j'active cette option, le canevas ici est sombre. C'est encore une fois une question de préférence. Cette option image importée trop grande pour la zone de travail, ça fait quoi? Ça fait que quand vous allez importer une image dans le logiciel et qu'elle est plus grande que l'espace de travail, soit il va la laisser, si vous choisissez ici conserver sa taille, il va la laisser très très grande et c'est à vous à la redimensionner. Le plus clair, c'est que je vous montre. Donc ici, si j'importe une image et qu'elle est trop grande pour mon espace de travail, vous voyez, ça prend toute la place et il faut que je la redimensionne. Alors, j'ai plusieurs outils pour redimensionner, je vous montrerai ça après, mais je peux aussi dire que je veux qu'il me demande toujours. Donc, si je fais ça
et que je réimporte l'image, vous voyez que là, il me demande, il me dit ben, l'image est plus grande que la zone de travail, est-ce que je redimensionne? Et là, je peux lui dire d'ajuster à l'échelle, et donc il va l'ajuster dans une taille qui correspond à votre espace de travail. Soit, vous pouvez également, dans les paramètres, décider que vous voulez que toujours il conserve sa taille. La qualité des vecteurs, moi je vous conseille de la laisser sur haute, à moins que vous ayez vraiment un ordinateur qui est qui est pas assez performant. Les paramètres d'importation des DXF, alors les DXF c'est un format de fichier vectoriel qui va contenir des informations sur des chemins et des parcours, ce qui va permettre d'importer par exemple une image, l'image, le dessin technique de quelque chose qu'on va vouloir découper avec notre graveur laser. Voilà, donc ça c'est le DXF et ici donc ce sont des paramètres pour pouvoir travailler ces DXF, donc on y parle de tolérance de fermeture, on y parle de DPI, alors moi je conseille de laisser de 72 DPI pour les SVG, donc l'importation des SVG. Les SVG c'est à peu près la même idée que le DXF, hein, un format vectoriel qui contient les informations des contours et des chemins pour permettre la découpe. Alors en fonction du laser que vous utilisez, il y a une question de pression et vous pouvez choisir ici l'unité de mesure de la pression en psi, en bar, voilà, vous choisissez comme vous voulez. C'est également ici que vous allez pouvoir installer les pilotes nécessaires à l'utilisation de votre laser sur votre machine et les pilotes dépendent du laser que vous utilisez. CH340, c'est un pilote assez connu dans les graveurs laser classique et d'ailleurs ici vous voyez qu'il s'adapte au Xtool D1, D1 Pro. Par contre pour par exemple le F2 on a plutôt besoin du pilote RNDIS et voilà, donc moi ils sont tous installés, mais s'ils n'étaient pas installés vous pouvez cliquer dessus ici pour installer. Alors pour le traitement par l'eau, c'est un algorithme qui l'analyse, vous voyez qu'ici il n'est pas installé, donc je viens cliquer pour l'installer. Et il va installer l'algorithme de détection des objets pour pouvoir appliquer le traitement par l'eau. Enfin, c'est également dans ce menu-là qu'on va pouvoir voir les mises à jour de notre programme. Donc ici, on est donc dans la version 1.5.8. On peut faire une vérification des mises à jour. Ici, c'est la dernière mise à jour en cours. On peut décider d'installer automatiquement les packages d'installation et puis appliquer la mise à jour nous-mêmes ou pas, ça c'est nous qui voyons. On peut venir changer la région qu'on a dû choisir au début ici. Et c'est également un point important ici que vous pouvez décider ou non si vous autorisez l'utilisation des données dans l'entraînement du modèle d'algorithme. Donc en gros, il va prendre certaines données, je ne sais pas lesquelles, et il va s'en servir pour améliorer l'algorithme des différentes fonctionnalités. Voilà, donc c'est ici que vous pouvez accepter ou non de le faire. Alors à côté de cette icône de paramètres, on a également le bouton support. Le bouton support, quand on clique dessus, va nous amener à un chatbot. Le chatbot qui est un chatbot, hein, donc c'est pas un humain qui est derrière, en tout cas pas en première instance. Et on peut lui poser les questions qu'on veut. Alors, le chatbot en lui-même, ici, vous voyez que son invite est en anglais, mais vous pouvez lui poser la question en français si vous voulez. Vous lui dites ici, je n'arrive pas à configurer le Wi-Fi. Il va chercher une solution et vous voyez la solution qui apparaît en français. Et vous pouvez lui poser comme ça toutes les questions que vous voulez. Il va pouvoir a priori vous aiguiller. Alors la suite de l'interface, bon, on a la zone principale où on va avoir les derniers fichiers qu'on a travaillés, quelques infos de nouveautés qui sont en anglais malheureusement, des fichiers. Alors on va revenir sur la question de Atom après, mais des fichiers qui sont des fichiers proposés par la communauté. Et quand on clique dessus, vous voyez qu'on a une interface qui nous permet de choisir soit des fichiers pour la découpe et la gravure, soit des fichiers pour l'impression. Ça, c'est si jamais vous utilisez Xtool Studio avec une machine DTF. Alors, la différence entre Trending Now et Recommended Projects, c'est vous aurez la même base de données de projet, seulement c'est l'algorithme qui met en avant les choses de manière différente. Ceux-là sont recommandés par rapport à votre historique de recherche, alors que ceux-là, c'est plutôt les fichiers qui sont les plus téléchargés, les plus vus pour le moment par la communauté de manière générale. Alors, au-dessus,
de cette interface, on a encore des choses intéressantes. Donc ici, on a la petite cloche avec les messages. J'en ai pas pour le moment. Ça peut être des messages système qui dit qu'il y a un problème avec la machine. Enfin voilà. Le bouton ouvrir va nous permettre d'ouvrir un projet, hein, comme son nom l'indique. Le petit plus, c'est la même chose que le petit plus ici. Ça nous permet de créer un nouveau projet. Et vous voyez ici mon interface avec différentes options. Alors, si je clique ici, j'arrive à ma page où je peux venir renseigner, rajouter des informations sur mon compte. Vous voyez que là, j'ai mis mon image. Par contre, j'ai pas renseigné beaucoup d'informations. Alors, il demande le genre. Bon, voilà, ok. Et ma région. Vous avez votre ID utilisateur qui est ici. Bon, moi, je l'ai ici flouté, mais vous avez vos informations personnelles qui sont là. Vous pouvez voir votre historique de connexion, voire supprimer votre compte. Bref, c'est la gestion de votre profil. Les crédits, c'est un point, alors ça j'en ai parlé dans ma vidéo sur le F2, donc je ne vais pas revenir plus en détail ici. Mais en gros, on peut acheter une série de crédits et on peut gagner des crédits en utilisant les fonctionnalités de Xtool Studio. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1000 crédits, ça fait 10 $. Voilà, et puis donner un petit bonus avec. Donc, on a accès au premium, donc aux modèles qui sont premium sur la plateforme. Et on a accès à différentes fonctionnalités qui utilisent l'IA pour pouvoir vous aider dans votre travail, comme le pinceau magique pour effacer des détails et ce genre de choses. On le verra un petit peu plus tard. Le centre de créateur va vous permettre d'avoir accès à une interface. Alors vous voyez, moi, j'ai rien publié, mais c'est si vous publiez des projets que les gens téléchargent, vous gagnez des choses, etc. Moi, je participe pas à ça, mais il y a moyen vraiment d'avoir des bénéfices importants en faisant ce genre de choses. Donc, c'est ici que vous pouvez le faire. Alors, vous, pour devenir créateur premium, il faut postuler. Ça veut dire qu'il faut avoir déjà un certain nombre de contenus. Mais vous pouvez tout à fait être créateur libre. Et là, on postule pas. Hein. Vous partagez simplement les choses et vous gagnez des points. Le créateur premium peut gagner de l'argent, hein, donc vraiment grâce au téléchargement des projets qu'ils font. L'historique des achats, ça dit bien ce que ça dit, hein, c'est l'accès aux achats que vous avez fait sur la plateforme Atom. Les favoris, ça c'est si jamais, imaginons ce projet m'intéresse, je le regarde et je viens l'ajouter aux favoris. Hop, voilà, ici, ça me permet de retrouver plus facilement le projet après, hein, vous voyez ici, il est dans mes favoris. Les petites pièces de monnaie avec un 0 qui montrent à quel point je ne suis pas actif dans la communauté Atom, mais vous le serez probablement plus que moi, vous permet de gagner justement, j'expliquais les points, hein, et donc les points pour les gagner, vous partagez un projet avec des instructions, vous pouvez gagner jusqu'à 800 points avec une limite de 2400 points par jour. Vous partagez un projet avec des fichiers XCS, vous gagnez un peu moins de points. Vous participez à des concours, vous gagnez un petit peu de points en fonction de vos résultats au concours. Et les points permettent d'échanger contre des cartes cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Hein, c'est une formule d'incitation à vraiment échanger, partager sur la plateforme. Enfin, l'icône préférence, ce ne sont pas les préférences du logiciel, mais les préférences de votre compte. Donc là encore, ça va ouvrir une autre page internet et où on voit des informations sur le profil comme... alors, tout n'est pas bien traduit, mais on peut choisir, par exemple, les recommandations qu'on va avoir. Hein, je vous ai dit qu'il y a des recommandations en fonction de notre usage. On peut venir déterminer ici. Moi, je sais par exemple que je ne travaille que le bois. Je viens dire, donnez-moi que des recommandations avec du bois. Par exemple, donc ça c'est plutôt utile. Et les paramètres de notification, c'est les notifications qu'on va avoir. On peut venir les activer ou les désactiver ici. Enfin, dernière partie de l'interface, c'est le menu latéral gauche. Donc accueil, c'est la même chose que le petit bouton ici. Mon espace, vous voyez qu'on a une capacité de 500 mégas maximum. J'en ai utilisé 1,8. Si je veux regagner de la place, je peux supprimer des modèles, par exemple. Alors, petit point, je précise que si on ne voit pas beaucoup de choses ici, c'est parce que pour le cours, j'ai utilisé un compte lié à mon entreprise Technapa, mais que dans la vie, j'utilise en fait mon compte
privé, qui est quand même beaucoup plus fourni, beaucoup plus chargé. Mais j'avais pas forcément envie que vous voyiez tout ce que je crée moi-même. Hein, voilà, au cas où vous vous posiez la question. Explorer, on y était arrivé avec l'onglet avant, hein, ici, quand on fait voir tout, c'est la bibliothèque de tous les projets. Donc comme je le disais, on peut choisir uniquement d'afficher les projets pour la laser et pour la gravure et la découpe, ou des projets qui nécessitent d'imprimer avec la DTF. On a un champ de recherche si, par exemple, je veux trouver une règle à découper et à graver. Et ben voilà, hein, par exemple, ici, une règle en bois, je la trouve ici. Je peux également venir mettre des filtres et vous voyez que j'ai une série de filtres possibles. Alors là, je vous laisse, je vais pas tout passer en revue, mais en gros, vous pouvez choisir les licences. Les licences, ça, j'ai fait une vidéo sur les licences, vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais c'est ce qui va vous permettre d'utiliser ou non à des fins privées, à des fins commerciales, le fichier. Et vous pouvez par exemple décider que vous ne voulez voir que les modèles que vous allez pouvoir vendre sur un marché. Dans ce cas-là, il ne faut pas cocher NC ou NCND, puisque ça veut dire, en gros, NC c'est non commercial, ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir revendre le fichier créé avec, revendre le produit créé avec ce fichier, pardon. Et sinon, vous pouvez venir choisir comme ceci. Imaginons que moi je veux faire une horloge. Vous voyez que c'est toutes des horloges qui apparaissent. Alors, ici, on va pouvoir voir un petit peu aussi la différence entre les fichiers complètement gratuits et les fichiers qui sont payants. Si vous ne voulez voir que les fichiers qui sont gratuits, vous revenez dans les filtres et vous choisissez projet gratuit ici. Et là, j'ai la possibilité de me dire, ça, je veux le faire avec ma machine. Alors attention, c'est toute machine confondue, donc il faut que ça soit compatible avec votre machine. Vous voyez qu'ici, le projet a été gravé avec un Xtool M1, mais il est compatible avec tous ces appareils-là. Donc, techniquement, il est compatible avec mon Xtool F2. Imaginons que j'ai envie de le réaliser, c'est pas compliqué. Alors ici, on nous dit le matériau utilisé, hein, donc contrepaquet de tilleul de 3 mm d'épaisseur. Si je veux, on l'a vu tout à l'heure, ajouter au favori, je le mets là. Je peux lui mettre un petit like parce que j'aime bien, venir rajouter un commentaire éventuellement et partager des images, montrer que je l'ai réalisé, que c'était très bien, ou au contraire que j'ai eu un problème et poser des questions. On peut le partager via Facebook, Reddit, X ou Pinterest. Et si je l'ouvre, je viens choisir en fait ce que je veux ouvrir. Et XCS, c'est vraiment le projet Xtool Studio. Ça veut dire que là, on va ouvrir avec toute la possibilité, tous les paramètres déjà réglés. Le reste, ce sont des images auxquelles il va falloir qu'on rajoute nous-mêmes les paramètres. Dans ce cas-ci, je vais prendre le XCS et vous voyez qu'il ouvre un onglet ici au-dessus, mais c'est configuré pour une M1. Et moi, j'ai pas une M1, j'ai une F2. Alors ici, j'ai pas encore branché la F2 au logiciel, justement pour vous montrer comment faire pour ajouter l'appareil après. Mais donc, on va faire comme si, donc ici, je viens cliquer, je veux changer. Soit c'est mes appareils, là, je ne l'ai pas encore allumé, donc on ne le voit pas. Soit on vient dans la bibliothèque d'appareils et on choisit l'appareil qu'on a. Moi, ici, c'est le F2. Il va me demander, est-ce que vraiment vous voulez changer? Je dis oui. Et vous voyez que bien que le modèle soit compatible, je vais avoir un problème de taille. Puisque même si je peux découper avec, je ne vais pas pouvoir le graver comme tel. Alors c'est pas grave, hein, je peux tout sélectionner et essayer de venir tout mettre à l'échelle. Alors je peux le faire en 2 plateaux hein, pour garder une taille. Comme ça je fais une toute petite horloge. Je vais d'abord graver ceci et ensuite je graverai un autre plateau avec les modèles qui sont ici. Je peux évidemment venir modifier les noms qui sont dedans. Donc, à retenir ici, les machines compatibles, ça ne veut pas forcément dire que c'est compatible avec l'espace de travail, ça veut dire que la technologie utilisée pour pouvoir faire ce fichier-là est compatible. En gros, vous n'allez pas pouvoir ouvrir ce fichier si vous avez une machine DTF, par exemple. Il y a d'autres projets qui sont un petit peu plus expliqués. J'en ai ouvert un ici, hein, un projet Atom, horloge coucher du soleil.
On a les mêmes logiques, hein. Vous voyez qu'on a un projet XCS, donc un projet studio, mais on a par contre toutes les instructions, hein, qui sont ici bien expliquées, qui expliquent comment faire pour le configurer correctement en plusieurs étapes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez retrouver sur certains projets. Là encore, si vous ne voulez voir que les projets avec instructions, on vient dans les filtres et on vient cocher avec instructions. Et donc là, j'ai des horloges avec des instructions. Par exemple, si j'avais envie de refaire cette horloge-là, eh ben, j'ai toutes les instructions qui sont ici avec tous les matériaux et on vient m'expliquer tout ça. L'onglet matériaux, ben justement, c'est une base de données des matériaux qu'on utilise régulièrement avec Xtool, donc le laiton, par exemple des stylos avec lumière LED, ça sont des choses qu'on peut acheter directement sur la plateforme de Xtool, et d'ailleurs il y a un petit bouton acheter des matériaux, vous voyez que ça ouvre la plateforme et je peux venir faire mes commandes comme ça ici au besoin. La petite flèche permet d'ouvrir le bouton signet et là on retrouve les favoris que j'ai déjà expliqué avant. Et on a également quelques liens supplémentaires, notamment le Xtool Academy qui va permettre, mais qui est en anglais principalement, mais qui va permettre en fonction des machines, donc par exemple avoir tout ce qu'il faut pour bien démarrer avec notre F2 ici par exemple, ou des idées de création, enfin voilà. Et les autres, ben, Creator Center, on a déjà vu ça dans les raccourcis à tout à l'heure. Bon, avant de continuer et de créer un nouveau projet, comme ça on voit le fonctionnement concret du logiciel, ben, la question aussi c'est de brancher notre appareil. Donc si jamais l'appareil n'était pas encore branché, comment est-ce qu'on fait avec Xtool Studio? Alors premièrement, je viens cliquer sur nouveau projet et vous voyez que j'ai ici la liste de mes appareils. Donc là, j'ai mon Xtool F2. Évidemment, le Xtool est branché. Là, je l'ai branché à l'ordinateur via un câble USB. Et dans mes appareils, il apparaît là, comme ceci. Alors, dans la partie précédente, j'avais pris un F2 comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est écrit déconnecté ici. Mais là, c'est vraiment mon Xtool F2 qui est connecté et qui est branché. En cliquant là, ça fait basculer et vous voyez qu'il est prêt. Et on voit ma surface de travail ici. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez accès en cliquant ici sur la petite roue crantée aux paramètres de l'appareil. Vous pouvez lui changer son nom. Moi, au passage, je vais l'appeler Xtool F2. Vous avez le numéro de série que j'ai flouté moi ici. Les versions et on peut vérifier s'il y a des mises à jour. Et donc vous voyez que moi c'est la version la plus courante que j'ai. Et on peut également venir régler notre... Donc si on veut ne pas l'utiliser branché, c'est à ce niveau-ci qu'on vient régler notre Wi-Fi pour lier en fait l'appareil F2 au Wi-Fi. Et simplement dans Réglages, on vient choisir notre Wi-Fi, on tape le mot de passe, on fait suivant et il est connecté comme ça. Au niveau des paramètres de l'appareil, on peut également venir choisir si on veut activer ou non l'alerte flamme, activer l'arrêt quand il bouge. Moi, j'avais désactivé s'arrête à l'ouverture du boîtier parce que comme je filme des fois les gravures que je fais, c'était un peu ennuyant, mais je pourrais maintenant le remettre hein, puisque là, je ne vais pas filmer quelque chose que j'ai prévu. On peut également venir régler la luminosité. Par exemple, moi ici, je le trouve très lumineux, donc je mets un petit peu moins. Et par luminosité, vous voyez, je parle de ça ici. Hein, donc, si je viens mettre 50% ici, hop, c'est plus lumineux. Si je mets que 1%, vous voyez que ça l'est moins. Et si c'est dans le rétroéclairage que je le fais, vous voyez que là, hop, il y a moyen de l'éteindre pratiquement complètement. Donc c'est vous qui voyez à quel point la luminosité vous gêne ou non. On peut également venir faire le calibrage du laser infrarouge, ça c'est pour le focus. Donc là on a un menu et ça nous permet de... Enfin on suit simplement ce qu'il dit. Moi je vais pas venir faire le recalibrage ici, mais c'est là que vous pourrez le trouver. Et enfin, on a également les infos sur les accessoires, si on a des accessoires, comme par exemple la pédale d'interruption ou le bouton. Donc voilà, et on vient les activer ou les désactiver ou les ajouter ici.
Enfin, le petit menu hamburger à côté nous donne des liens rapides sur par exemple le Xtool Protection qui permet de venir étendre la garantie de notre appareil ou l'activer. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez et le prix va dépendre de votre appareil évidemment. Dans le cas de mon F2, ça me coûterait 125 € pour étendre la garantie avec une prise en charge plus longue et sur plus de choses. Donc voilà, maintenant qu'on a un petit peu vu l'interface et qu'on a vu comment brancher notre graveur, on va l'utiliser. Donc pour créer un nouveau projet, on a deux possibilités. Le premier, c'est on vient cliquer ici sur nouveau projet. Si jamais vous aviez déjà un projet que vous avez sauvegardé auparavant, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur ouvrir. Mais vous le retrouverez également ici dans les derniers projets récents. On peut également créer un nouveau projet en cliquant sur le petit plus ici. Avant de vous montrer un petit peu des comment on fait, on va quand même reprendre un petit peu en revue certains points de l'interface. Alors je vais peut-être pas être absolument détaillant, mais certains points de l'interface de cet espace de travail. Donc globalement, l'espace de travail est composé également de différentes parties. On a la partie centrale qui est l'espace de travail à proprement parler, qui va permettre de venir placer nos éléments qui vont devoir être gravés. Et vous voyez qu'ici, on a une vision de l'espace, de la machine en elle-même, puisque la machine dispose d'un appareil photo qui permet de le voir. Il n'est pas impossible que votre machine ne dispose pas d'un appareil photo qui permet de le voir. Imaginons que par exemple, vous ayez un ancien D1 Pro. Je vais basculer là. Vous voyez, mon espace de travail, il est plutôt comme ceci et je n'ai pas de machine, je n'ai pas d'appareil photo pour pouvoir le voir. Au passage, je viens de le faire, mais vous le voyez, si par exemple vous avez plusieurs graveurs et que vous voulez passer de l'un à l'autre, imaginons que vous graviez la même chose dans une logique de production, mais que vous voulez passer de l'un à l'autre, vous venez cliquer ici et vous venez choisir dans votre liste d'appareils le graveur sur lequel vous voulez continuer. Donc je disais, on a une vue centrale, donc l'espace de travail central. Ici en dessous, on a le zoom. Si je fais adapter à l'écran, il le met à 1274%. Si je venais le mettre à 100%, ici c'est parce que je suis en 4K. Donc c'est la résolution de votre écran qui va déterminer ça. Ça paraît tout petit. On n'est pas à 100%, mais c'est à cause de la résolution de l'écran. Donc voilà, vous avez la possibilité de zoomer. Ici, je le fais avec la molette de la souris, mais vous pouvez venir zoomer ici en faisant plus ou moins. Et la main permet de venir bouger notre espace de travail comme ceci. Si par exemple, on est sur un espace de travail très très grand et qu'on a envie de venir voir à cet endroit très précis. Enfin, on a un petit bouton qui nous permet d'avoir accès à la liste des tâches et à nos historiques de tâches. Ce bouton se clique ici. Je ne vais pas vous dire tous les raccourcis clavier, vous avez vu au début de la vidéo où est-ce qu'on pouvait les retrouver, mais globalement, à côté d'un bouton sur lequel il y a un raccourci clavier, on le voit ici apparaître. Donc là, ici, commande et moins permet de dézoomer. Alors, je dis commande parce que je suis sous Mac. Évidemment, sous Windows, c'est différent. C'est probablement CTRL et moins. Mais la logique est la même. Alors, si on regarde le menu de droite, donc on a vu qu'on a les infos liées à notre machine. Le mode, ça va dépendre également de la machine qu'on a et des accessoires dont on dispose. Traitement sur plaque de base, c'est le plus simple. Simplement, voilà, on va graver, on va déposer un objet sur la plaque de notre graveur et on va graver dessus. Rouleau, ça va dépendre, donc ça c'est pour utiliser un système rotatif et ça va dépendre de celui que vous avez. Vous avez également un petit tutoriel qui vous explique comment l'utiliser. Vous voyez ici, on a, si je passe la souris, c'est écrit, il y a un petit texte qui explique à quoi ça sert et si je clique, ça ouvre le menu et je peux venir le mettre en français ici dans le menu en haut et on a toutes les infos qui nous expliquent comment l'utiliser et comment utiliser cette fonction là.
Et donc, ben voilà, là, c'est en fonction de vos machines. Métal incurvé, ça va dépendre. Il faut pour ça que vous ayez un graveur laser qui a cette fonctionnalité de pouvoir graver sur des surfaces incurvées. L'embossage, c'est pareil. Donc tout ça, ici, je suis obligé d'être un petit peu générique. Je ne peux pas montrer pour chaque cas d'usage. Mais donc ici, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et de quel accessoire vous voulez utiliser. Mais c'est ici que vous choisissez le traitement. Et en fonction du traitement, ben, vous avez des options différentes qui apparaissent. Les matériaux, là, en cliquant là, on va avoir accès à la bibliothèque des matériaux. Et là encore, ça va dépendre du laser qu'on a. Si on peut pas graver, si on a un laser qui ne permet pas de travailler le métal, on ne va pas pouvoir utiliser ça. Mais on a quand même accès à l'ensemble des matériaux. On peut venir les rechercher ici, par exemple. Si je tape laiton, je vais avoir avec un filtre tout ce qui est en laiton dans leur base de données. Donc ça peut être simplement une plaque de laiton, ça peut être des plaques, des pièces commémoratives en laiton, ça peut être également des bagues en laiton et tout ceci peut être acheté. Si vous n'en avez pas, on peut l'acheter. Avec votre machine, il n'y a pas de paramètres disponibles, c'est écrit ici. Pas de paramètres disponibles pour ce matériau. En fonction, ça peut changer en fonction de la machine. Et puis, pour chaque matériau, on a une petite explication qui nous dit « Attention, le matériau est réfléchissant, ça va créer de la chaleur, donc faites attention. » Et vous pouvez cliquer sur « Voir détail ». Et là encore, ça va ouvrir une page, vous voyez, avec des informations plus précises que vous pouvez lire pour mieux faire le traitement. Imaginons que vous vouliez travailler un matériau qui n'est pas disponible dans la base de données, mais vous avez le matériau, vous voulez le faire, ou que vous voulez des paramètres très précis avec un certain type de matériau parce que l'effet proposé ne vous convient pas de base, vous pouvez ajouter un matériau en cliquant sur plus ici ou en venant sur mes matériaux et ajouter du matériel. Quand vous faites ça, vous venez mettre le nom du matériau, vous pouvez mettre une petite photo pour illustrer ça et venir rajouter les paramètres de gravure du matériel. Donc voilà où est-ce qu'on fait ça. Enfin, l'épaisseur, ça c'est l'épaisseur de ce que vous allez graver, que vous déposez sur l'espace de travail. Là encore, ça dépend de l'appareil dont vous disposez. Tous ne disposent pas de cette fonctionnalité-là. Je reviens sur par exemple un D1 Pro. Il ne me le propose pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me le propose pas? Parce que cette option, alors je reviens sur mon F2, parce que cette option est directement liée à l'autofocus. Et donc, pour qu'il puisse mesurer de manière correcte, il doit savoir quelle est l'épaisseur du matériau. En fonction des modèles, ici avec le F2, on peut faire une détection automatique du matériau. Ça, il peut éventuellement le faire, mais c'est possible aussi qu'il ne puisse pas faire une détection automatique. Dans quel cas, vous prenez une latte, un pied à coulisse, vous mesurez la hauteur du matériau et vous l'indiquez ici. Par exemple, si je mets 6 mm, il va déplacer sa hauteur de focus pour correspondre à ça. Et vous voyez que ça vient changer un petit peu l'espace de travail ici, en tout cas le zoom sur l'espace de travail. Le petit appareil photo, encore une fois, va dépendre de l'appareil dont vous disposez. Ici, si votre appareil dispose d'une caméra pour prendre l'espace de travail, vous cliquez dessus. Là, je vais par exemple mettre une petite pièce dedans. J'ai pris la première chose qui me passait sous la main. Je clique sur l'appareil photo et vous voyez que ça apparaît. Et si je viens cliquer sur mesure automatique, c'est lui qui va prendre la mesure de mon matériau. Alors évidemment, il a été mesuré là dans le creux. Donc j'ai déplacé un petit peu la pièce. Voilà. Et vous voyez qu'il a détecté que ma pièce fait 12,9 mm. Ce qui est à peu près correct. Aperçu, c'est un aperçu 3D, ça va dépendre des matériaux. Je ne peux pas vous le montrer maintenant, je vous montrerai peut-être plus tard. Encadrement, ça c'est ce qu'on appelle en anglais le framing. Ça permet de venir... Alors il faut mettre un élément de conception. Vous voyez, là j'en ai pas, je vais en mettre un. Comme ça, hop, un petit carré ici. Et si je fais l'encadrement, ça me permet de voir directement sur la pièce là où il va graver son petit carré. Ce que vous voyez sur l'image ici, le petit carré bleu, c'est exactement là sur la pièce où il va
marquer et dire ben, c'est là que je vais faire mon marquage. On a la possibilité de régler des paramètres pour l'encadrement, mettre un petit peu moins de puissance lumineuse, choisir la forme. Alors rectangle c'est quoi? Imaginons je viens prendre un élément qui est une étoile et que je choisis encadrement rectangle. En fait il ne va pas montrer l'étoile sur l'objet, il va montrer comme vous venez de voir ce carré là. Maintenant si je prends contour et que je refais encadrement, eh ben vous voyez que c'est l'étoile qu'on voit sur la pièce. Enfin, polygone, c'est une variable, et on le voit ici hein, dans le petit dessin, c'est une variable au rectangle qui va tracer un polygone tout autour de l'objet. Voilà, c'est en fonction de vos préférences, c'est vous qui voyez. Alors processus, je ne vais pas le faire ici parce que mon objectif c'est pas de marquer sur la pièce, mais processus ça permet de lancer le processus. On le verra après dans une troisième partie où je vais faire un petit projet pour accompagner, pour qu'on puisse voir ensemble. Le petit menu hamburger sur le côté permet d'avoir accès à quelques options. Échappement de la fumée, ils disent que c'est à activer et donc le ventilateur fonctionne autrement pour permettre une meilleure évacuation des fumées. Le traitement du chemin d'accès, si vraiment vous êtes débutant, grand débutant, moi je ne vous conseille pas du tout d'y toucher. C'est pour savoir comment est-ce qu'il va définir l'ordre dans lequel il va faire ses lignes de gravure. Là, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y bougez pas. Si vous savez ce que vous faites, ben vous choisissez, définissez définition de l'utilisateur. Et paramètres de direction et de compensation de coupe, ben là vous voyez un peu illustré sur le logiciel. En gros, normalement le logiciel va suivre automatiquement les courbes, mais en fonction de l'option choisie, il va peut-être cropper à l'intérieur. Cette option permet éventuellement, si vous avez ce genre de problème, de trouver un moyen de le corriger. Alors, toujours au niveau de l'interface, si je regarde un objet et que je clique dessus, vous voyez que j'ai un petit menu qui apparaît ici en haut avec différentes possibilités. Le premier, c'est la position. Si je viens bouger, hein, vous voyez, en me mettant sur le X, je peux bouger comme ceci. Ça déplace ma position. Sur Y, ça va déplacer la position en Y. Rien de compliqué. Ceci, c'est la rotation. Si je fais ça, vous voyez que mon étoile, elle tourne. Alors ceci, ça va dépendre du type d'objet. Ici, je suis sur un objet vectoriel qui est proposé donc en étoile. Et vous voyez que j'ai une petite option qui me permet de définir le nombre de branches à mon étoile. Voilà, donc ça, c'est en fonction du type d'objet. Vous n'aurez pas toujours la possibilité de pouvoir régler ça. On a également les angles des branches. Donc, si je veux en mettre 90%, vous voyez que c'est plus tout à fait une étoile. Si je viens mettre 20%, c'est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est ici qu'on va trouver ça. Et ça va dépendre forcément de l'objet. Si je viens faire un polygone, vous voyez qu'ici, c'est le nombre de côtés de mon polygone. Si je fais 5, hop, j'ai un pentagone qui apparaît. Mais je n'ai plus l'option pour les angles. Donc ici, c'est vraiment un petit champ d'options par rapport à l'objet. Alors, on avait vu la position, on a également la taille. La taille en largeur et en hauteur. Si on vient appuyer ici sur ce petit bouton verrouiller les proportions, vous voyez que si je monte ou je descends, donc que j'augmente la taille ici avec ce bouton-là, ou même ici en tirant avec ce bouton-là, il va garder une homothétie, donc il va garder une proportion. Si je clique là, on désactive l'homothétie, ça veut dire que si je tire là-dessus, ça va augmenter la largeur sans bouger à la hauteur, ce qui va déformer l'objet. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos préférences. Enfin, il y a une logique de calque. Des fois, on peut avoir des calques, c'est-à-dire un premier calque où on va graver une première couche, et puis une deuxième couche, et puis une troisième couche, en mettant des traitements différents. Là encore, ces calques peuvent s'organiser ici. Choisir ce qu'on va mettre en premier. Si par exemple ici, je veux remplir, alors je vous montre ça après, mais je mets ici gravé, donc on a une forme plane,
et je veux qu'il grave d'abord et puis que je veux qu'il mette l'étoile au-dessus après, mais juste les contours de l'étoile, eh ben, je vais venir mettre l'étoile tout devant. Alors évidemment ici vous allez me dire on voit pas la différence, ben, c'est parce qu'en fait c'est le même calque. On a un calque bleu ici, hein, puisque vous le voyez, et c'est ici en bas qu'on voit le calque. Donc en cliquant sur ce bouton là, on a la liste de nos objets. On voit qu'il est sur ce calque là, c'est-à-dire le calque bleu. Si je viens mettre l'étoile et que je clique ici, si je viens sur l'étoile, je peux choisir un autre calque en faisant clic droit. Je vais mettre par exemple le calque rose. Et là, vous voyez qu'on voit l'objet au-dessus. Alors le calque, c'est pas uniquement pour se positionner, c'est aussi à chaque calque va y avoir un traitement différent. Ce genre de fonction par calque est très pratique quand par exemple on veut à la fois associer une découpe d'un objet et en même temps une gravure sur l'objet découpé. Par exemple, si on fait un puzzle, on va choisir des lignes avec certains paramètres qui sont des paramètres de découpe et en même temps d'autres zones qui sont des dessins, des vecteurs avec des paramètres de gravure. Alors toujours dans la découverte de l'interface et des outils, hein, donc encore une fois je rappelle, on voit un peu plus loin dans la vidéo et n'oubliez pas, n'hésitez pas de choisir dans le sommaire si cette partie ne vous intéresse pas et d'aller plus loin. Donc toujours là-dedans, on voit qu'en fonction de l'objet choisi, on a une série de paramètres. Premièrement, sortie, on peut décider qu'on veut le garder affiché là, mais on ne veut pas que quand on lance le processus, ce travail-là soit fait. Si je viens cliquer ici, ben j'ai l'ensemble de mes paramètres et vous voyez que dans mon exemple, il va traiter l'étoile avec une certaine puissance, 1% à 20 mm par seconde, et il va traiter le polygone à 1% avec 80 mm par seconde, donc il va appliquer un autre traitement. C'est parce qu'il est sur un calque différent. On le voit aux couleurs, on le voit aux couleurs ici. Alors ici, on voit qu'on a deux calques, donc deux couleurs utilisées. Et si on clique dessus, eh ben, il va sélectionner tous les objets qui partagent le même calque. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Si je dis cliquer pour commencer le test, en gros, il va me proposer de créer une matrice d'essai du matériau. Et ça permettra de décider quels sont exactement les paramètres qu'on veut appliquer. Mais ça, je montre un peu plus tard dans la vidéo. Alors, un polygone choisi ici est un objet vectoriel et Xtool Studio nous permet de retravailler nos vecteurs. Alors ici, j'ai mon objet. Si je double-clique, vous voyez que j'ai des points. Ces points, je peux les déplacer, ce qui me permet de venir retravailler mon vecteur pour lui donner par exemple une forme qui me convient mieux. Et si je ne choisis pas un point mais une arête, vous voyez une petite plume, ça me permet de venir rajouter un point que je pourrais déplacer au besoin. Voilà, donc c'est toujours bien à savoir. Ça évite de devoir utiliser Illustrator pour retravailler un vecteur. Et on a alors dans ce menu-là, alors on a quelques outils. Ciseaux permettra de venir couper un segment. Sélectionner, ben, ça dit bien ce que ça dit. On peut venir choisir de faire une symétrie ou non, de venir mettre des courbes. Bref, on a des outils d'édition de vecteurs ici. Je ne vais pas, dans le cadre de cette vidéo, aller beaucoup plus loin. Mais sachez que vous pouvez, si vous voulez, retravailler vos vecteurs avec Xtool Studio. Et le fonctionnement, ben, c'est comme dans Illustrator, hein, vous voyez avec la plume, on vient prendre nos poignets pour venir changer les courbures. Et donc on pourrait se faire des formes un peu personnalisées si on avait envie. Une fois que c'est fait, on clique sur fait et vous voyez que ma forme ici, elle est personnalisée. Au lieu de double-cliquer, on peut venir aussi sur le menu éditer. Aligner, ben là, c'est aligner sur l'espace de travail. La fonction aligner au centre peut être assez pratique pour pouvoir être vraiment centré sur notre espace de travail. C'est une bonne manière de pouvoir positionner plus facilement nos choses. Refléter, alors là, c'est plutôt une erreur de traduction, je trouve, mais c'est le mode miroir. On peut faire le mode miroir horizontalement ou le mode miroir verticalement. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Enfin, décalage permet de venir recréer une autre forme autour
pour créer un effet de décalage. Vous voyez ici, ça permet de venir faire une espèce de contour. Et vous venez choisir le type d'angle, soit des angles pointus, soit des angles lisses, soit des angles plats. Vous venez jouer sur la distance de décalage. Donc voilà, une option qui peut également rajouter des choses à votre créativité et à votre travail. Enfin, sur le côté, on a les paramètres. Et là, ça va dépendre, soit on sait qu'on va travailler sur des matériaux. Imaginons qu'en dessous, ce soit du contreplaqué et pas cette plaque en plastique. Et vous voyez qu'il adapte tout seul les paramètres. Mais je pourrais décider que finalement, ça grave pas assez noir et je veux mettre un peu plus de puissance. Rajouter des nombres de passes. Ligne par centimètre, c'est la précision, la densité. Plus vous montez, plus le traitement va être long, mais plus le résultat sera fin. Et on peut éventuellement venir choisir des paramètres avancés. Mais là, je ne vous le conseille pas du tout, en tout cas pas dans le cadre de cette première prise en main rapide. Et donc pour ne pas vous perdre, je vais éviter dans la vidéo de parler des fonctionnalités beaucoup trop avancées. Ceci dit, dites-moi dans les commentaires éventuellement si une vidéo ou des petites capsules complémentaires plus ciblées sur des fonctionnalités avancées ou très précises vous intéresse, on peut toujours l'envisager. Alors en fonction du laser que vous avez, vous pourriez avoir différents types de lasers. Moi le F2 a 2 lasers, donc on a les lumières bleues et l'infrarouge. Vous pouvez venir choisir lequel utiliser ici. Moi par exemple, si je reprends cette logique, je suis sur du plastique, c'est une pièce que j'ai imprimée. Imaginons que je veuille graver ça ici comme ça. Mon matériau, c'est pas ça, c'est du plastique. Et c'est même de l'ABS, pour être très précis. Alors, j'ai pas vraiment... Donc ici, ABS noir pour impression 3D, il est dedans. J'ai pas de paramètres par défaut qui sont dedans, mais je vais quand même l'appliquer. Et puis, je devrais moi choisir les paramètres. Pour choisir les paramètres, je pourrais faire une grille de matériaux. Je l'ai déjà cité tout à l'heure. Alors, c'est évidemment pas sur cette pièce-là que je vais faire la grille de matériaux. Je pourrais imprimer ou, imaginons que c'est un matériau que j'ai en plusieurs exemplaires, je pourrais l'utiliser. Et ça me permettrait de déterminer les paramètres. Dans ce cas-ci, je prendrais plutôt lumière infrarouge puisque c'est du plastique. Enfin, vous voyez également ici sur ce menu à droite qu'on a des onglets et que ça change un petit peu la prévisualisation. En gros, c'est le processus qu'on va appliquer. Évidemment, il y a des paramètres différents en fonction du processus qu'on va appliquer. Je vais reprendre pour que ce soit plus clair ici du contreplaqué. On va imaginer que ceci est sur du contreplaqué. Le premier, c'est graver les contours. Donc en gros, c'est simplement dessiner les lignes ici autour. On le voit clairement ce qu'il va faire comme ceci. Et il applique certains paramètres pour ça. Graver, c'est un mode remplissage. Ça veut dire qu'il va vraiment graver tout l'intérieur ici. Et vous voyez qu'il applique d'autres paramètres. Donc la même puissance, mais il va plus vite. La gravure couleur, ça c'est quand on a un laser qui le permet, qui permet de travailler sur des teintes différentes en jouant sur l'oxydation des matériaux métaux. Voilà, donc ici, c'est pas le cas. Et couper, ça, c'est vraiment un paramètre. C'est la même chose que les lignes, mais au lieu de graver, il va vraiment taper plus fort pour pouvoir couper. Vous voyez donc la différence. Là, ici, il gravait à 70% de la puissance du laser à 140 mm par seconde. Et coupé, il fait 90 ou 90% de la puissance à 6 mm par seconde. Donc, il va mettre beaucoup plus de puissance pour vraiment permettre la découpe. Donc, c'est important de bien choisir le processus que vous voulez appliquer à l'objet, le vecteur, le dessin que vous voulez mettre sur le matériau que vous allez utiliser. Enfin, passons maintenant aux différentes options qu'on a sur le menu latéral gauche dans cette interface de travail. Alors le X, le logo de Xtool permet d'ouvrir le menu principal dans lequel on va avoir le menu fichier
qui permet de créer un nouveau projet. On peut ouvrir un projet, importer, ça par exemple, importer une image ou un vecteur. C'est ici, par exemple, que j'ai importé cette image-là. Organiser, c'est la même chose que ce qu'on avait ici au niveau des alignements. Objet, en fait, c'est la même chose. Donc, cette barre contextuelle, vous avez vu tout à l'heure avec des vecteurs, on avait quelques options. Ici, avec une image, on a d'autres options. On va revenir dessus après, mais ces options, on les retrouve également ici. Découpage, remplacement par l'IA, suppression magique, traçage, etc. Texte, ça c'est si jamais on a un texte, on peut venir changer la taille, mais là encore, on retrouvera tout ça ici dans la barre rapide. Et vue, ben, ça permet de modifier un peu l'interface. Par exemple, on peut afficher ou non la grille ou modifier notre canevas par quelque chose de plus foncé, c'est que je vous ai montré tout à l'heure. On peut retrouver également la liste des raccourcis ici, des raccourcis clavier. Et paramètres, eh ben, c'est exactement la même chose que le bouton ici. C'est juste deux moyens de pouvoir y arriver. Sauvegarder va nous permettre de sauvegarder notre projet. Alors, soit on le sauvegarde dans le cloud, c'est téléchargé vers mon espace, soit on le sauvegarde en local sur notre ordinateur. Importer, c'est la même chose que le importer qu'on avait ici dans le menu fichier. Texte va permettre de créer un objet texte. Ici, je vous explique, mais après, je vous montre en détail chaque type de choses. Alors, ce petit triangle va permettre de créer des primitives et en fonction de ce que vous avez besoin, donc ce sont des vecteurs, ça peut être des lignes, rectangles, polygones ou une étoile. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on a toujours le menu contextuel qui apparaît ici avec des possibilités d'édition, soit paramétrique ici, par exemple, soit ici avec le mode plume. Mais on peut également directement venir cliquer sur vecteur et travailler directement notre dessin comme ceci, si on a envie, si on est habitué avec la plume et le dessin vectoriel. On peut tout à fait le faire comme ceci ici. Projet, ça c'est pas nos projets, mais la base de données des projets, c'est la même chose que ce qu'on va trouver ici en cliquant sur voir tout ou en cliquant sur explorer. Bibliothèque de matériaux, alors c'est peut-être une erreur de traduction parce que c'est pas les matériaux sur lesquels on va graver, mais ce sont des objets qu'on peut utiliser pour graver. Et donc là, on a toute une série de choses déjà disponibles et on peut faire une recherche. Si je tape cœur par exemple, vous voyez que j'ai toute une série de cœurs que je pourrais utiliser par exemple pour graver. Et là encore, en fonction du type d'objet, on va avoir des options différentes ici. Alors je ne peux pas toutes les passer en revue, donc il faudra que vous exploriez un peu. On a également un champ filtre. Alors on a 4 types en gros d'objets. Les images qui sont des images pixelisées, des vecteurs qui sont donc des vecteurs. Alors la différence entre les deux, c'est qu'une image pixelisée, c'est un ensemble de pixels, alors qu'un vecteur, c'est un ensemble de traits qui sont beaucoup moins lourds, avec des informations qui vont indiquer, ben voilà, ça c'est un contour et à l'intérieur il y a une couleur. Et c'est ce qui permet qu'on peut les retravailler plus facilement. Une image, on ne va pas pouvoir la retravailler avec la plume par exemple. Embossage, ça c'est un modèle. Si je vous montre ici pour par exemple graver dans du laiton, pour faire un effet de gravure dans une pièce par exemple. Ça marche aussi avec du bois, hein, mais donc vous voyez, c'est quelque chose qui donne un petit effet en relief. Et modèles 3D, ce sont des vrais modèles en 3D. Alors, c'est pas utile dans le cadre de mon F2, c'est pour utiliser par exemple avec le F2 Ultra UV qui permet de graver avec les UV dans un bloc de glace. Donc voilà, ça, si c'est ça que vous avez comme matériel, eh ben, ce sera utile dans ce cas-là. Et sinon, tout est classé par catégorie. Vous pouvez choisir, chercher. Les noms sont en anglais, malheureusement. Mais donc, si vous voulez
quelque chose sur le thème de Halloween ou de Noël, vous cliquez sur voir tout et vous avez une série d'objets liés à Noël pour graver sur les choses que vous avez décidées. Alors, je vais revenir à mon type d'avant, hein. Je vais choisir une image. Ceci, même si ça a un côté dessin, c'est pas un vecteur, c'est une image. Parce qu'en fait, tout a été pixelisé, hein. Un vecteur peut être pixelisé et devenir une simple image. On a des paramètres, donc toujours dans notre menu contextuel, on a des paramètres spécifiques aux images. L'ajustement va permettre de retravailler certaines choses comme la luminosité de l'image, l'acuité. On va pouvoir le faire mettre en nuance de gris au besoin ou l'inverser. Regardez, par exemple, si je mets nuance de gris, alors ça met un petit peu de temps à travailler. Mais si je le mets en nuance de gris, ben voilà, il est en nuance de gris, sachant que quand je vais graver, ça va plutôt graver en nuance de gris. Ça peut être utile de pouvoir le faire. Donc là, vous pouvez jouer avec les ajustements et vous pouvez réinitialiser le tout en cliquant ici. Découpage, ça va permettre de venir supprimer des parties. Et là, on a deux choix. La baguette magique et on vient sélectionner une zone. Imaginons que je veux supprimer, voilà, ceci. Ben, vous voyez que je ne l'ai plus et que maintenant c'est en transparence. La gomme, c'est si on veut le faire manuellement en gommant des choses. Vous voyez ici, si je gomme là, ben, ça va le supprimer. On n'a pas ici, ça ne remplace pas cette partie-là. On pourrait le faire, mais ce n'est pas dans ce cadre ici. On peut venir choisir la taille de notre gomme, mais globalement, on aura plus facile à travailler avec la baguette magique si on veut supprimer une partie. Le détourage AI, ça, il va utiliser l'intelligence artificielle et ça va nécessiter des crédits, je vous en parlais, pour pouvoir le faire plus facilement. En fonction des modèles, ça peut être utile ou non. Je vais peut-être prendre une autre photo pour pouvoir illustrer ça. Par exemple, travailler sur une photo. Si je viens ici sur ma photo de la fiche de Travis Scott et que je clique sur découpage, là encore, c'est du pixel, je peux m'amuser à supprimer des parties pour, par exemple, garder que cette image-là, imaginons. Et puis, j'utilise la gomme pour effacer le reste. Donc ça peut être une manière de faire. Avec le détourage AI, on peut voir la prévisualisation. Vous voyez ici, il a gardé que ça. Mais on peut lui dire non, tu as été un peu fort là, hein, peut-être. Donc moi, je veux que tu conserves toute cette partie-là. Alors, en fonction de la taille du pinceau, voilà. Donc moi, je veux que tu conserves toute cette partie-là. C'est un petit peu vous qui voyez. Moi, c'est pas un outil que j'utilise personnellement. Mais dans certains cas, pour par exemple pouvoir vraiment détourer tout le fond, je vais reprendre une autre image. Ce sera peut-être plus clair. Imaginons que j'ai cette photo et que je fasse le découpage. Ben ici, à la baguette magique, ça va être un peu pénible, hein, pour arriver à tout supprimer. Le découpage IA peut nous aider dans ce cas-là. On le laisse un peu travailler. Et vous voyez que là, il a bien réussi à me détourer moi. Alors je pourrais encore dire, ben tiens, non, là, ici, je veux que tu supprimes encore comme ceci. Hop. Et du coup, il l'aura effacé. Et puis, je clique sur confirmer. Et là, ça me prendra mes crédits pour avoir ce fond-là. Alors, je ne l'ai pas fait ici, mais voilà. Donc, ça, c'est le découpage. Recadrer va permettre de choisir un recadrage, hein. Vous voyez, par exemple, ici, si j'ai envie de me recadrer en carré, hop, et l'image est en carré, je peux faire un recadrage libre. Je peux, enfin, voilà, c'est vous qui voyez les options en fonction de ce que vous avez besoin. Un masque d'écrêtage va permettre de venir mettre une forme autour. Alors, ici, on a des formes. Il montre ici, mais si je veux, par exemple, me mettre un cœur autour de moi, hop, voilà. Et comme ça, j'ai ma photo dans un cœur et puis je peux appliquer un traitement encore à ma photo
pour pouvoir la mettre en niveau de gris ou graver comme ça ma photo. Donc ça, c'est le masque. Alors le traçage, ça, c'est en gros la vectorisation qu'on va retrouver dans un logiciel comme Illustrator. Ça permet de transformer justement une image pixelisée comme celle-ci en un vecteur. Et il faut jouer sur les seuils pour arriver à avoir les contours qu'on a besoin. Et c'est pas forcément facile avec toutes les images. Alors la fonctionnalité n'est pas franchement la mieux à utiliser avec une photo, hein. Ce sera beaucoup plus facile avec un dessin, mais imaginons que vous vouliez vraiment l'utiliser avec une photo. Moi je vous conseille quand même 2-3 choses. Premièrement, c'est de supprimer l'arrière-plan, ensuite de la passer en noir et blanc, enfin en nuance de gris. Vous venez jouer sur la saturation et la luminosité pour pouvoir avoir quelque chose. Donc vous voyez ici, je joue sur le contraste un maximum et vous voyez que c'est déjà plus facile pour le traçage et je joue sur mes seuils pour obtenir ce que j'ai envie d'avoir. Alors l'avantage de le faire sur une photo, c'est si par exemple on a envie de graver des silhouettes. Vous voyez par exemple, ça m'a permis d'obtenir ça. Et là, je peux encore venir modifier, hein. Je peux décider par exemple de supprimer cette partie-là. Je viens simplement sélectionner les nœuds et je les supprime. Et voilà ce que ça donnera. Et vous voyez que mon type a changé, hein. Je n'ai plus une image, donc je n'ai plus les mêmes options qu'avant. Je suis dans un vecteur maintenant. Enfin, si je reviens à mon image, l'option séparer les couleurs va faire exactement ce que ça dit. C'est séparer les couleurs pour pouvoir créer une série d'objets et ainsi associer à chaque objet un calque précis. Ce qui permettra en gravant de modifier les paramètres en fonction du type d'objet ou de couleur. Si je prends par exemple mon fond ici, je pourrais lui associer, si je clique droit, associer un calque particulier et avoir seulement certains paramètres parce que je veux que le fond soit plus clair. Pareil ici. Donc cette partie-là, je peux vouloir lui associer un calque avec des paramètres moins gravés que sur cette partie-là qui est plutôt brunâtre ici où je voudrais que ce soit plus gravé. Donc voilà à quoi sert la séparation des couleurs. Le décalage, je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est recréer un contour autour. Et l'édition de chat AI ou IA, ça va nécessiter des points pour lui demander de faire différentes choses. Par exemple, vous voyez qu'il prend ma photo ici et j'ai choisi transparente génération. Donc en faisant ça, alors j'en ai droit à 3 gratuitement. Donc je vais utiliser mes 3 gratuits. Enfin, il réfléchit, il dit qu'il lui faut à peu près 40 secondes et normalement il va supprimer tout l'arrière-plan. Et voilà, et si je l'importe dans le Canva, j'ai une version de moi transparente qui est ici et que je peux travailler comme n'importe quelle image avec toutes les options que je vous ai signalées avant. Enfin, il y a d'autres options sur un objet de modification, des options plutôt liées à des espèces de filtres qu'on peut utiliser, qui ne sont pas ici, mais qu'on va retrouver en cliquant sur modifier. Et vous voyez qu'ici, sur le côté, on a des outils, des filtres et les restyles. Et les restyles utilisent des crédits. Alors, au niveau des outils, certains, on va les retrouver ici, hein, et d'autres pas. Le recadrage, l'outil, on l'a vu, il est disponible ici. Le détourage, on l'avait vu aussi, l'outil est disponible. Le AI Expand, ça utilise des crédits génératifs. Ça permet quoi? Ça permet de venir dire, tiens, je voudrais que tu génères plus pour remplir cette zone là ici. Alors en partant de l'image, il va peut-être me rajouter un peu mon bras ici. On va le faire. On peut écrire ce qu'on aimerait, mais on peut ne rien écrire. Si on n'écrit rien, il va proposer quelque chose lui-même. Vous voyez, il a recréé des choses, il a rajouté du contenu autour, il a modifié, enfin bref, il a étendu quelque chose qui n'existait pas. Donc voilà comment ça fonctionne. La suppression d'objets, là encore, va nous coûter du crédit. Et ça permet, je ne sais pas moi, par exemple, si je veux supprimer la marque Bose sur le casque,
Là encore, ça va me coûter du crédit. Je me sacrifie pour vous. Et voilà, vous voyez qu'il n'y a plus la marque Bose sur mon casque. Voilà, donc c'est des outils génératifs comme il en existe plein, mais intégrés à l'interface. Le remplacement, ça dit bien ce que ça dit. On vient sélectionner une zone et on remplace cette chose par autre chose qu'on lui décrit. Par exemple ici, si je sélectionne, hop, ici, et je vais lui demander, alors c'est remplacement ou ajout, hein, on peut aussi, et je mets un logo en forme de cube. Je suis pas très inspiré. On va voir ce qu'il va faire. Et voilà, il m'a mis un logo en forme de cube qui donne l'impression qu'il était de base dans le pull. Donc voilà, c'est pas mal, ça marche bien. L'amélioration AI, ben ça c'est si votre image est un petit peu pixelisée, pas très belle, il va pouvoir la rendre un peu plus propre et plus nette. Le traçage, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant. Et le masque, ben, je vous l'ai montré également. Alors à côté de ça, on peut également appliquer des filtres. Les filtres, ben, par exemple le filtre noir et blanc, va permettre de faire automatiquement l'effet silhouette. Et on peut venir jouer sur le seuil. On peut avoir un filtre bande dessinée pour donner comme ça un aspect un peu bande dessinée à ma photo. Un filtre dessin, un filtre demi-teinte et on peut jouer sur les rayons des pixels du halftone et les angles. Voilà, donc ça, c'est vous qui voyez la créativité que vous voulez vous donner. Et gris, c'est une espèce d'halftone aussi, mais voilà, un peu différent. Avec, vous venez affiner le nombre de points. Ça sont des options créatives qui sont disponibles. Le bouton AI Make, ben, on avait vu qu'il nous a servi à faire une génération, mais on pourrait lui demander de générer quelque chose complètement qui n'existe pas ici, un vecteur. Si je dis par exemple un vecteur de tasse de café, il va réfléchir et normalement il va me générer une tasse de café sous forme de vecteur. Alors j'ai mis un vecteur en anglais. c'est un vecteur, mais donc là il a traduit en texte ce que moi je lui ai dit dans un prompt profane et il génère l'image. Et voilà mon vecteur. Alors pour être tout à fait transparent, j'ai dû recommencer parce qu'en fait il m'avait il m'avait fait moi puisqu'il partait de cette photo là et donc il m'avait fait moi en vecteur. Alors c'est déjà pas mal, hein, un vecteur de moi comme ça. Et du coup je peux le garder, hein, je peux exporter ça au format SVG et je peux garder Tecnapa en SVG pour plus tard. C'est déjà pas mal. Mais donc on a voilà notre tasse de café que je pourrais faire comme ça, un coaster avec un café et gravé dessus comme ça ici. Enfin, l'onglet application est un onglet qui peut également être intéressant puisqu'il permet de faire différentes choses. Alors, soit créer un tableau en gris. Donc, vous voyez ici, en partant de mon vecteur, je peux lui demander de faire plusieurs colonnes. Ça permet par exemple de créer des motifs. C'est une première application. La mesure, c'est très simple, va permettre de mesurer 2 points. Donc, mesurer par exemple entre là et là, j'ai 38 mm. Ça peut être utile dans certains cas. Le nesting intelligent, c'est quand on a plein d'objets, je peux lui demander qu'il regroupe tous les objets de manière intelligente. Et ça, c'est peut-être un peu moins utile dans le cadre du F2, mais quand on a un graveur plus grand et qu'on veut économiser les matériaux perdus sur une planche de découpe, ça peut être intéressant. La matrice d'essai de matériaux, alors je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait partir de n'importe quel objet vectoriel pour créer une matrice de matériaux, mais si vous passez par l'application là, il utilise ceci et vous choisissez en gros le type de traitement que vous voulez faire, le type de laser utilisé, ça dépend de la machine que vous avez, le type de matériaux et vous déterminez sur quels critères vous voulez appliquer la grille de matériaux. Donc puissance vitesse, c'est le classique et vous choisissez le nombre d'items en colonne ou en ligne et en gros ça se lit en disant sur tel paramètre que j'ai choisi à 10% de puissance et à une vitesse de 10 mm par seconde, voilà le résultat. Donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Le remplissage par l'eau, là aussi ça va dépendre de votre laser, mais ça permet, si vous avez plusieurs matériaux,
les mêmes, ici sur l'image, vous le voyez, il va automatiquement repérer et remplir tout. Par exemple, vos porte-clés avec le même logo sans que vous ayez besoin de le faire manuellement. Et on a également dans les applications toute une série de générateurs qui sont intéressants si jamais on n'a vraiment pas d'idée. Et certains sont nouveaux. Par exemple, un générateur de code barre ou de code QR. Si je viens mettre mon site web et que je veux un code QR, voilà, il m'a généré le code QR et je peux graver ça. Et je peux mettre ce que je veux derrière et je grave sur ce que je veux. Certains générateurs sont payants. Par exemple, ici, c'est un générateur pour pouvoir faire un vase avec une découpe laser. Alors, je ne pourrais pas trop avec le F2, mais ça dépend aussi de ce que vous avez. Je viens choisir le type de matériau. Par exemple, ici, du noisetier. La hauteur, je veux que mon vase ait 15 cm de hauteur. Voilà. Et le nombre, si je mets 30, ça va changer, ça met quelques secondes. Mais vous voyez que j'ai beaucoup plus de portions. Donc ça, on peut le faire tout à fait. Je ne vais pas vous donner un cours ici maintenant pour voir comment vous devez l'utiliser. Mais en gros, ce générateur est possible. Mais vous voyez que ça utilise des crédits. Je peux faire une génération par mois. Mais après, sinon, ça me coûte 6 crédits à chaque fois que je veux générer. Alors, imaginons que je veux générer ce vase. Je fais export et je choisis soit d'exporter directement dans mon Canva, soit de télécharger. Alors, il va télécharger un fichier XCS. Je vais l'importer dans mon Canva. J'ai changé mon affichage pour faire croire que j'avais un P2. Et vous voyez que maintenant, il m'a généré ça. Et pour pouvoir faire ce pot de fleurs, je lance simplement cette découpe. Il va découper tout. Je mets une plaque de noisetier, il va découper tout et puis j'aurai qu'à assembler le tout. Donc ce genre de générateur est pas trop mal pour ça. Et il y en a tout plein. Donc là, je vous laisse vraiment choisir vous-même. Si vous voulez vous créer des boîtes, par exemple, également, ici. Et là, les boîtes, le générateur, il est gratuit. Ça, c'est par exemple pour faire une boîte à mouchoir, comme ceci. Et vous venez modifier le style de décoration, la hauteur, la profondeur. C'est plutôt facile comme outil. Donc voilà pour cette partie peut-être un peu longue mais bien expliquée en détail sur les différentes possibilités de l'outil et de l'interface. Maintenant, ce que je propose c'est de faire un projet complet pour voir un petit peu comment est-ce qu'on travaille tout ça. Donc je suis reparti de ce projet. Et imaginons que sur ce coaster, alors je vais mieux le positionner, je viens donc reprendre une photo, lui faire une mesure automatique, comme ça je sais comment travailler. J'ai envie d'écrire un texte, donc pour ça, je viens cliquer sur l'outil texte. Vous voyez que dans ma barre contextuelle ici, j'ai plusieurs options. Je peux changer la police. Je viens choisir ici sur le côté graver. Comme ça, c'est gravé. En double-cliquant, je peux effacer et mettre le texte que j'ai envie. Je viens changer la taille de la police, comme ceci par exemple. Au niveau des contrôles, je peux venir faire pivoter mon texte en venant cliquer et en bougeant la souris sur cette icône en forme de petit cercle continu. Je peux aussi venir courber mon texte en appuyant ici. Vous voyez, si j'appuie comme ça, je peux courber mon texte. Je viens importer une photo. Vous voyez, je viens importer le SVG qu'on avait fait tout à l'heure. Et je viens le redimensionner pour qu'il corresponde. Alors vous voyez, ici, ça ne correspond pas. Mais c'est pas grave, puisque je peux l'éditer. Pour l'éditer, je double-clique dessus. Et je viens simplement effacer ces deux nœuds. Donc je les sélectionne et celui-là aussi. Et voilà, là maintenant, ça va dans le cadre. Je vais devoir choisir mes calques. Alors je viens d'abord choisir mon matériau. Donc ici dans matériel. Et je suis sur du liège. En tapant liège, j'ai tapis de verre en liège rond. Oui, je vais mettre appliquer les paramètres.
Et vous voyez que j'ai 2 calques. Alors je peux venir ici cliquer pour voir mes objets. J'ai un objet, c'est mon vecteur composé, qui est sur ce calque-là. Et j'ai un autre objet qui est sur ce calque-là. Tous deux vont appliquer les paramètres de mon tapis de verre en liège, lumière bleue dans ce cas-ci. Voilà, le projet est déjà pratiquement terminé. Je viens cliquer sur encadrement pour m'assurer qu'en fait il n'y a pas un problème et que ça marche bien sur la pièce. Alors avec le mode polygone, je peux voir que je suis bien par rapport à ma pièce. Et maintenant, je viens cliquer sur processus. Il me dit qu'il en a pour 27 secondes. Et voilà le résultat, donc ça donne quand même plutôt bien, hein. Ces machines, ces Xtool sont quand même vraiment de bonnes machines. Alors voilà, normalement comme ça, vous devriez pouvoir en tout cas avoir une vue globale et plus ou moins complète des possibilités de l'outil et des fonctionnalités, savoir à quoi elles servent. C'est compliqué de faire une formation comme ça, que j'essaye quand même plutôt condensée, où je ne vais pas pouvoir montrer tous les cas d'usage. J'en suis bien conscient, j'aurais pu faire d'autres types de projets, j'aurais pu m'y prendre autrement. Toujours est-il que j'espère que cette formation-là, celle-ci, cette introduction de base, je ne sais pas exactement le nom qu'on pourrait lui donner, a déjà été utile pour vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des fonctionnalités, un type de projet ou des choses plus spécifiques que vous aimeriez voir développer en capsule plus tard. Je suis ouvert à toutes les propositions et en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.